Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler de 12 lois du cerveau et je vais même être un petit peu plus précis. J'ai écrit un texte exactement pour vous. Finalement, euh, comment on fait, comment on doit mieux comprendre notre cerveau pour être plus performant. Une fois que vous aurez écouté ce podcast, vous saurez exactement comment rester de glace face à un événement qui est stressant. Vous allez mieux comprendre comment les sportifs sont mieux préparés que d'autres pour affronter certaines maladies, développer votre concentration, et puis aussi quoi utiliser pour rendre visibles vos publications si on revient à un univers un petit peu plus business. L'idée, c'est que vous en finissiez avec la flemme d'aller faire du sport l'hiver, par exemple, quand le temps il est humide, il est froid, vous ayez arrêté d'envie de rester chaque soir devant la télé un peu comme un zombie. Et puis, que vous arrêtiez, vous allez mieux comprendre pourquoi vous devez absolument avoir une communication pour votre entreprise grâce à la façon dont fonctionne le cerveau. Vous découvrirez également à la fin les résultats stupéfiants d'une étude scientifique qui permet de développer, ça va vous plaire, les sensations de plaisir, de bien-être, de confiance en soi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous dès maintenant à mon prochain webinaire de novembre. Pour ça, c'est simple. Alors, les places seront limitées. Donc, c'est pour ça que je vous dis inscrivez-vous. Je vais envoyer un email à tous ceux qui sont déjà inscrits à mes emails privés. Donc, ceux-là, évidemment, ils auront tout de suite l'info. Ils pourront s'inscrire avant les autres. Voilà. En attendant, quoi qu'il arrive, je vous invite à écouter ce podcast pour rester un rebelle audacieux, proactif et entreprenant pour une vie meilleure, la vôtre. Alors, on est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Encore une fois, d'où est-ce que je sors tout ce que je vais vous dire aujourd'hui? Très simple, d'un livre qui s'appelle Les 12 lois du cerveau, qui a été écrit par John Medina, et puis qui est appuyé sur des études scientifiques très sérieuses. Donc, on va parler que de trucs sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ça marche? Je vous entends pas là, vous me répondez pas, c'est vraiment pas cool. C'est pareil, faites-moi des commentaires en me disant s'il y a des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde. On sera toujours bien sûr sur l'aspect mindset, finance, business, etc. avec des aspects développement personnel, développement opérationnel, mais également du scientifique au service de tout ça. D'abord, juste un petit rappel, l'évolution du cerveau humain donne lieu à des transformations qui le différencient de toutes les autres espèces. Est-ce que le cerveau des autres espèces évolue? C'est pas sûr, mais en tout cas, le cerveau humain, lui, il évolue. Alors, pour faire très très simple, sans se faire trop mal à la tête, voilà. Alors, globalement, on a 3 cerveaux. Il y en a un qui est arrivé un peu à la fin. Le cerveau dit reptilien, c'est le cerveau d'homme préhistorique. Le cerveau que moi j'appelle le limbique, c'est celui des émotions. Et puis on a le cerveau dit le néocortex, celui qui est arrivé à la fin, c'est le cerveau de la logique. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, on parle également d'un noyau amygdalien qui est au milieu de tout ça. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il déclenche quand même pas mal de choses et il fait liaison, notamment la liaison avec nos émotions. Il nous permet de ressentir des émotions. Voilà. Alors, maintenant, si on parle de comment mieux faire fonctionner son cerveau, développer ses facultés mentales, on va dire un truc que vous savez déjà entendu parler, mais je vais vous apporter des preuves comme quoi il faut vraiment le faire. On dit que la pratique d'une activité physique régulière est indispensable. Je sais, vous en mangez plein sur les écrans télé. La pratique d'une activité physique est très bon pour la santé. Ok, mais on va s'expliquer pourquoi. En fait, notre cerveau, il est écrit, il a été dans toutes les études, il est ressorti qu'il a besoin de mouvement. Donc, l'exercice physique favorise le mouvement parce que ça apporte de l'oxygène qui est capable de maintenir le taux de glucose à la normale. Donc, le taux de glucose, c'est ce qui nous sert à envoyer de l'énergie dans les différentes parties de notre corps dont on a besoin pour évoluer. D'ailleurs, les scientifiques ont pu montrer que les personnes qui pratiquent un exercice physique régulier sont mieux protégées contre le vieillissement, et notamment un truc qui touche les personnes plutôt âgées, qui est la fameuse maladie d'Alzheimer, qui n'est pas fameuse du tout, mais dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui. En fait, lorsque le corps humain est en mouvement, évidemment, les vaisseaux sanguins sont mieux irrigués, donc il y a moins de dépôts sur les contours de nos vaisseaux sanguins. Les déchets toxiques sont éliminés plus naturellement et du coup, ça améliore les fonctions vitales. Donc ça, le cerveau reptilien, il aime bien, il faut lui dire ça. Donc, en partant du principe qu'un corps en mouvement développe mieux ses capacités, donc un corps en mouvement développe mieux ses capacités cognitives. Donc, plus je fais du mouvement, plus j'oxygène mon cerveau, plus j'utilise mes vaisseaux sanguins, et mieux je vais pouvoir développer mes capacités de réflexion. Alors, il y a un autre élément également, c'est au niveau des neurones. L'effet de l'exercice sur les fonctions du cerveau a été démontré par des tests qui ont été mis au point par des scientifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc ça favorise la formation des neurones qui agit sur l'hippocampe. Et ça explique pourquoi les personnes en activité, j'ai dit, sont mieux préservées contre les maladies neurologiques. Voilà. Alors,
Un point important, juste un truc que vous savez, mais je voudrais quand même se rappeler un truc. Le cerveau a besoin de repos pour se ressourcer. C'est simple. Quelqu'un qui se prive de sommeil pendant 72 heures, donc il prive son cerveau de sommeil pendant 72 heures, il peut déjà avoir des premiers troubles psychiques qui vont apparaître, qui vont se manifester notamment par des crises de paranoïa, donc il va avoir l'impression qu'on lui en veut, qu'on va l'attaquer. Une humeur qui est complètement instable. Alors si vous êtes juste un petit peu énervé de temps en temps, ça par exemple, ça veut dire que vous manquez de sommeil. Hein. Donc faites le test de dormir au moins 8 heures. Vous verrez qu'en théorie, ça sera mieux pour vous, pour votre entourage, pour vos performances. Si on n'a pas 72 heures de sommeil, on commence à devenir complètement fou. Alors là, c'est un chapitre qui est super important, que j'ai trouvé très très intéressant. On dit toujours le stress, on le sait, le stress c'est mauvais pour la santé, mais là on va expliquer réellement comment ça se passe. Donc le stress a une répercussion négative sur le fonctionnement de nos capacités à réfléchir, on le sait. Les chercheurs ont réussi à démontrer les causes du stress. Et on a localisé l'hormone qui est responsable du bon fonctionnement de notre système naturel du cerveau et de défense. C'est le cortisol. Donc, le cortisol, finalement, il y a le cortisol et on va parler aussi de l'adrénaline. Mais pour faire simple, en fait, on sait tous que quand on a une grosse poussée d'adrénaline, ça se produit lorsqu'on a une grosse émotion, donc émotion agréable ou désagréable d'ailleurs. Les battements du cœur s'accélèrent, la tension artérielle se met à grimper. En fait, c'est comme si on se préparait à l'attaque, donc ça a été dit. On se prépare à l'attaque, et donc il y a même des phénomènes qui se produisent, qui notamment avec la notion de coagulation sanguine. Donc, on se prépare à passer à l'attaque, donc à être blessé, donc à devoir coaguler et à coaguler plus rapidement des plaies. Et tout ça, ça vient de la réaction de ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est un petit organe qui est chargé d'envoyer un signal dans notre cerveau dès qu'il y a une grosse situation de stress qui est détectée. Et les surrénales, elles envoient de l'adrénaline dans le sang. Et en même temps, elles disent au cortisol, hey, viens par là, et s'il te plaît, viens éliminer les effets indésirables du stress. Alors, sauf qu'il y a un moment donné, lorsqu'il y a une surproduction d'adrénaline et de cortisol, il y a un moment donné, le système, il s'essouffle. Et donc, en fait, lorsque c'est l'amygdale cérébrale, en fait, qui déclenche ce truc-là, quand on la déclenche tout le temps, on lui dit tout le temps, il y a le feu, 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 donc ça envoie adrénaline, cortisol, et il y a un moment donné, le système, il marche plus du tout. C'est comme Pierre et le loup, à force d'appeler au loup, les gens, ils viennent plus aider Pierre à se défaire d'un éventuel loup. Donc, c'est bien ce qu'on dit, hein. Lorsque la situation devient chronique, ça peut carrément détériorer la vie sociale, professionnelle. On perd l'humeur est au plus bas, on perd ses relations sociales, c'est ce qu'on voit, et c'est les gens qui font le fameux burn-out, qui sont mis sous pression constamment au niveau de leur boulot. Donc, quand vous avez ces premiers signes, ces symptômes, perte de sommeil, perte de l'appétit, perte de relations sociales, l'humeur qui change, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on dit en fait, les dégâts du stress sont encore plus sensibles au niveau de la circulation sanguine. Oui, on en parle. Donc, en fait, notre corps, il est réglé pour gérer uniquement des réactions d'urgence. Mais uniquement sur le court terme, évidemment. Les attaques qui sont répétées de tension nerveuse, ça crée des lésions au niveau des vaisseaux sanguins. C'est logique. On envoie de la pression régulièrement dans les vaisseaux sanguins. Les parois prennent des coups. On imagine des gros tuyaux dans lesquels on enverrait des barres tout le temps, alors que ça a été prévu uniquement pour n'agir que de temps en temps. À un moment donné, ça vient détériorer les vaisseaux sanguins. On dit qu'à ce niveau-là, lorsque ça arrive régulièrement, le risque d'une attaque cérébrale ou d'une crise cardiaque est juste tout simplement pas loin. On dit comme tout le système sanguin, ça va plus loin. C'est le système immunitaire qui n'est pas épargné. Oui, c'est à chaque fois qu'on appelle, on met à rude épreuve nos systèmes sanguins, on appelle à chaque fois les globules blancs, on va en détériorer dans la bagarre, ce qui fait qu'à un moment donné, quand apparaissent certaines maladies, on est moins armé pour les combattre. Voilà. Alors, il y a d'autres points importants. Est-ce que le cerveau humain permet d'évoluer à tout âge? Est-ce qu'on peut continuer à apprendre à tout âge? C'est ce que révèlent certaines études. Très intéressant. En fait, on a tous le même cerveau à la base, mais fonction de ce qu'on apprend, notre cerveau ne va pas se câbler de la même manière. En fait, les autoroutes de l'information à l'intérieur sont complètement différentes. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que du coup, on peut développer. Donc les études disent que plus on apprend, plus on développe de nouvelles capacités cognitives. D'ailleurs, les chercheurs ont démontré que l'acquisition de connaissances modifie la structure même du cerveau. C'est énorme. En fait, le cerveau, il se reconfigure à chaque arrivée de nouvelles informations. Nos neurones se transforment et ça augmente le volume, ils augmentent de volume, bien sûr, et renforcent leurs interconnexions. En fait, même les cellules communiquent entre elles et se contaminent, mais positivement. Ça, c'est très intéressant.
Alors, comment est-ce qu'on peut développer également l'attention? Parce qu'on dit apprendre des choses, c'est bien, mais il faut être attentif. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une attention qui se relâche toutes les 10 minutes, au bout de 10 minutes. Ce qui est très intéressant aussi, ce que les études nous disent, c'est que le cerveau, finalement, il a plus l'habitude de retenir le passé, ce qui s'est passé dans le passé, parce que pour lui, c'est du connu, ce qui explique que quand on peut passer à certains endroits, on ne voit pas certaines choses, parce que c'est nouveau. Donc, il fonctionne bien avec le passé et les souvenirs, mais pas forcément avec le présent, et surtout avec le futur. Très important également, le cerveau va surtout retenir ce qui le concerne lui. Hein, évidemment, quand on dit il n'y a rien qui t'intéresse plus que toi, en fait, c'est le cerveau est surtout intéressé par ce qui le concerne directement. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, on le dit, mais c'est une évidence, mais l'attention est plus soutenue quand la personne est confrontée à une chose qui l'intéresse. Et cette théorie, elle est très utilisée en marketing. Dans les publicités, on va essayer de pointer là où tu as mal, là où ça te concerne toi. On dit que le cerveau a besoin de s'imprégner des expériences pour s'en souvenir. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours commuter une théorie avec une pratique pour réussir à fixer la connaissance. Ça, on le savait. Alors, très intéressant, on parlait de la stimulation des sens qui permet d'assimiler plus facilement les informations. Je ne vais rien vous apprendre, mais par contre, s'il y a un truc qui pour moi est assez nouveau, les scientifiques disent bien sûr que c'est quand on combine le visuel et l'auditif qu'on arrive véritablement à fixer la mémoire. Notamment lorsqu'on utilise la transmission d'informations, on va utiliser les sens pour véritablement retenir des choses. On en parle un tout petit peu plus loin, notamment avec la musicothérapie, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on combine également vision, audition et odorat, on arrive à faire un malheur. Les chercheurs ont découvert que la stimulation sensorielle était encore plus tangible au niveau des odeurs. D'ailleurs, si vous lisez le livre qui s'appelle le Loup de Wall Street de Jordan Belfort, il parle d'une technique qu'il a mise au point pour pouvoir faire en sorte que ces traders soient encore plus performants en revivant les instants de succès lorsqu'ils vendent, lorsqu'ils placent un produit avec une méthode qui stimule l'odorat. Je vous invite à aller lire ce livre, vous verrez, c'est excellent. Sinon, j'en parlerai dans une de mes formations. Je l'adapterai même pour moi. En fait, le cerveau peut associer des émotions aux odeurs qu'il détecte, en y associant même des souvenirs. Moi, pour ma part, c'est une petite anecdote, l'odeur du beefsteak haché avec des pommes de terre me rappelle évidemment ma grand-mère. Voilà, petite histoire en passant. Mais essayez d'utiliser ça. D'ailleurs, le marketing sensoriel utilise cette technique pour créer des émotions à travers des simulations olfactives. Alors, la vision, très important. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument que vous mettiez du marketing vidéo dans le développement de votre entreprise, dans la communication de votre boîte. Si vous ne le faites pas, vous croyez que vous n'avez pas besoin. Vous vous trompez, mes chers amis. Surtout qu'aujourd'hui, même une TPME doit, pour être visible, absolument utiliser cela et surtout pour choisir ses clients et ne pas les subir. La vision occupe la première place dans le processus d'apprentissage, pas la deuxième, la première. Donc, si vous donnez des exemples, vous êtes avec un client, il faut donner des photos, par exemple. On dit bien, les explications accompagnées d'exemples visuels ont plus de chances de rester ancrées dans la mémoire que si vous avez des textes seuls. Vous montrez une notice sur laquelle il n'y a pas d'image, ça ne marche pas. Si vous montrez, par exemple, un témoignage client, il n'y a que le témoignage, mais si en plus il y a sa photo, c'est encore mieux. Si vous montrez la réalisation que vous avez fait chez lui, c'est génial. Donc, baladez-vous avec un iPad ou quoi, comme ça, vous pourrez montrer les résultats de ce que vous faites. C'est génial. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que les bébés, par exemple, leur apprentissage, la façon dont on voit comment ils arrivent à assimiler les choses, ça montre bien l'importance de la stimulation visuelle. En fait, les tout petits s'intéressent surtout aux objets qui bougent et aux images contrastées, avec des couleurs vives, par exemple. Et ça permet d'utiliser instinctivement leurs facultés naturelles et ça leur permet d'apprendre beaucoup plus vite. Si vous faites des présentations, les présentations visuelles transmettent des messages plus rapidement que n'importe quel texte. Il est même beaucoup plus intéressant de présenter des images en même temps des textes. C'est pour ça qu'on utilise les fameux PowerPoint ou Keynote et on va associer à chaque fois les deux. L'efficacité du message donc ne dépend pas de la taille du message, ça c'est de la taille de l'image, pardon, ça c'est super important. Ça veut dire que même sur un téléphone portable tout petit, le fait qu'il y ait des images, ça va pas influer positivement ou négativement en fonction de la taille de l'image. Donc ça c'est super intéressant. La musicothérapie, je fais une grosse découverte, je m'en doutais, mais c'est vraiment intéressant. La musicothérapie est un excellent moyen pour stimuler nos facultés cognitives. Les personnes qui jouent d'un instrument, en fait, décodent mieux les sentiments et les émotions du langage verbal. Quand on dit une chose, pour eux, ils vont entendre une chanson. Ils vont entendre le son triste, joyeux,
déçus. Ils vont être donc beaucoup plus forts pour décoder le verbal et aller chercher le non-verbal derrière le verbal. C'est très intéressant. Ils vont s'utiliser. Il y a également la notion de flux, le flux, le rythme, etc. Ils sont habitués à cela. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que les études scientifiques ont démontré que la musique influence directement notre production d'hormones, mais pas n'importe lesquelles. On parle des hormones du plaisir, des hormones de la détente et les hormones du sentiment de confiance en soi. En clair, la dopamine, le cortisol et l'ocytine. En fait, on le sait, quand on entend notre musique préférée, eh ben, le cerveau produit l'hormone du plaisir. Donc, en clair, le petit hack que je vous donne à tout de suite, si vous pouviez donner quelque chose après ce podcast vidéo, c'est écrivez quelle est votre chanson, essayez d'avoir toujours à proximité, et quand vous avez un moment qui est bof, ou quand vous savez que vous allez devoir produire une certaine prestation, écoutez ce son, par exemple. D'ailleurs, ça dit, il y a eu des études qui ont été faites auprès de patients qui ont été atteints de déficit cognitif suite à des attaques cérébrales. Et ben, en leur stimulant, en leur donnant de la musique, ils ont récupéré plus facilement leur capacité que des personnes qui n'avaient pas suivi ce protocole. Alors, un point très intéressant, maintenant, on va parler de la différence entre les hommes et les femmes. Voilà. Et comment nos différences peuvent produire des différences de résultats. Alors, vous savez que homme-femme, un homme c'est XX en termes de chromosomes et une femme c'est, je dis l'inverse, pardon, une femme c'est XX et un homme c'est XY. Il faut savoir que derrière le X, il y a 1500 gènes, alors que derrière le Y, il n'y a que 100 gènes. Ah! Alors ça, c'est super intéressant, parce que ça dit que les fonctions cognitives fondamentales comme l'expression verbale ou les facultés cognitives sociales ou l'intelligence sont directement influencées par le chromosome X. Et les femmes en ont 2 fois plus que nous, les hommes, puisque je suis un homme, d'accord? Donc, en clair, ça dit qu'une femme a plus de prédisposition pour les relations sociales, pour quelque part l'intelligence, oui, tout à fait, messieurs. Voilà. En revanche, le chromosome Y, lui, il va plutôt être chargé, le chromosome Y, pardon, va plus être responsable des zones du cortex qui sont chargées de gérer nos facultés à prendre des décisions. Donc, ça va expliquer notamment que les hommes ont plus de facultés à prendre des décisions rapidement par rapport aux femmes. Même chose, le processus de régulation des substances responsables des émotions et de l'humeur sont pas réglés de la même manière chez les hommes ou chez la femme. Par exemple, c'est la sérotonine qui va gérer tout ça. Ça expliquerait, par exemple, que tout cela dit que les hommes et les femmes ont des comportements très différents. Par exemple, les hommes seraient plus sujets à avoir des troubles de l'élocution et de la lecture, et puis les filles sont plus avancées dans la maîtrise de la mémoire auditive et du point de vue de l'élocution. Alors, ce qui est très intéressant par contre, c'est que tout cela peut être vraiment complètement contrecarré, contrebasculé en fonction du contexte social, évidemment, en fonction de son environnement. Il est évident que si on a un bon niveau on a autour de nous un environnement qui nous pousse à apprendre, qui nous pousse à aller de l'avant et à corriger tout cela, on va réussir à corriger, évidemment. Mais en revanche, c'est vrai que dans des univers où, par exemple, je pense aux petites filles, on ne leur donnerait pas la possibilité d'apprendre à mieux gérer les émotions, à prendre des décisions, à leur donner la confiance en elles, elles seraient évidemment bien moins aidées ou équipées que des hommes, ou même dans certains pays. Il n'y a que les garçons qui vont à l'école, par exemple. Donc forcément, ça n'aide pas à favoriser l'équilibre entre les sexes et les performances. Petit aparté, ça veut dire que finalement, tu vois, hommes et femmes, les deux combinés, ça fait une super équipe. Ça peut faire une super équipe. C'est peut-être pas complètement déconnant que la nature fasse que les couples soient, alors pardon aux couples homo, mais soient plutôt souvent hommes-femmes. Voilà. L'exploration de notre environnement, on dit, est une faculté essentielle reliée à notre condition d'être humain. Très intéressant. Est-ce que et finalement, quand on a passé un certain âge, c'est trop tard, on peut plus apprendre, on perd en capacité intellectuelle. Là, on dit, c'est très intéressant, c'est que l'esprit de l'homme, il est capable d'apprendre sans cesse. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, on recrée des schémas mentaux, on recrée des cartes, des cartographies. On a bien vu que nos cellules sont capables de grandir, grossir et de contaminer positivement celles qui sont à côté de celles qui apprennent. L'esprit de l'homme, en fait, il est capable d'apprendre sans cesse et il peut faire ça jusqu'à un âge
très avancé. Bien sûr, ça implique de l'entraîner. Le cerveau, il est configuré de telle manière qu'on peut recevoir de nouvelles informations, même lorsque nous vieillissons. Donc, même si on perd des facultés en cours de route, le fait que le cerveau soit capable de se réajuster, d'être malléable, se reconstruire en permanence, ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses et à tout âge. Ça, c'est super intéressant. Donc, il n'y a pas on ne peut pas prétexter que je suis trop vieux pour apprendre, tu comprends, à mon âge, c'est plus possible. Non. D'ailleurs, il y a même des entreprises, j'en ai parlé dans un autre podcast, qui ont compris l'intérêt de développer la faculté d'exploration de l'être humain, de se mettre en situation de risque, d'aller apprendre, de faire d'échouer pour apprendre. Ça fait partie du process. Voilà, il y en a même on en a parlé avec Google, qui demande à ses employés de consacrer jusqu'à 20% de leur temps à développer ses passions, parce que ça peut donner en plus naissance à des idées et des produits super innovants. Bon, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce podcast et par rapport à ce livre que j'ai lu? Je vous invite à aller lire. L'évolution du cerveau humain a donné lieu à plein de transformations. Il faut, pour avoir un cerveau qui grandit, bien sûr, pratiquer une activité physique, ça produit de bonnes choses, ça amène de l'oxygène dans le cerveau, dans le corps, c'est excellent. Le stress est très mauvais, donc il faut absolument apprendre à gérer ce stress. Des petits coups de stress de temps en temps, c'est bon. Quand c'est chronique et répété, attention, danger. Le cerveau humain évolue à son propre rythme et qui est différent suivant les personnes. Pour rester attentif, on sait qu'il faut rester stimulé. Au-delà de 10 minutes, c'est plus compliqué. Il faut s'imprégner d'expérience pour se souvenir. Donc, théorie, pratique, et vivre, bien sûr, ces pratiques. On a besoin de stimuler nos sens, donc la vue, l'ouïe, et bien sûr, l'odorat, le goût. C'est ça qui nous aide aussi à fixer encore des souvenirs et à apprendre. La vision, c'est la première place pour apprendre. C'est pour ça que je vous fais un podcast vidéo, même si vous voyez ma tête et que ça n'apporte pas grand-chose, ça permet de fixer. La musicothérapie, excellent moyen. Les études ont démontré, j'en rajoute un petit peu, faire ses études avec de la musique ou une musique qui booste, etc., ça permet d'être productif. Et puis, comportement notable entre hommes et femmes. Oui, à l'égalité des sexes, bien sûr, mais nos cerveaux ne sont pas foutus pareil. Donc, exploitons le meilleur de nous-mêmes et de nos différences. Mais en revanche, on sait que grâce à un bon environnement social, on peut quand même gommer ces différences. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce podcast vidéo. S'il vous plaît, faites-moi un commentaire. Partagez-le. Ne faites pas que prendre. Donnez, mes amis, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mes emails privés, ça vous permettra d'être informé du prochain webinaire où je vous essaierai de vous apporter un max de valeur pour votre carrière, vos affaires, vos finances. Bref, soyez des entrepreneurs, des entreprenants libres, rares, rebelles, audacieux, proactifs, entreprenants pour une vie meilleure, la vôtre. À bientôt. Abonne-toi.